Et on va attaquer notre dernière séquence et je vais passer à Tristan le soin de présenter Adrien. Alors aujourd'hui, on a eu des tas de présentations, on a eu de la technique, on a eu des expériences entrepreneuriales. Il manque un domaine qui est essentiel, qui est le domaine artistique. Ça nous est arrivé à l'occasion d'avoir de la musique. Aujourd'hui, l'associé qui va être en charge de nous parler un petit peu d'art et en l'occurrence de photographie, c'est Adrien qui nous a rejoint récemment et qui intervient sur ces questions et qui va nous éclairer sur sa vision de la photographie. Merci pour Adrien. Merci Tristan. Merci. Hop. Alors, bonsoir à tous. Donc, Adrien Boyer. Je suis... on va revenir sur peut-être la slide juste d'avant. Donc, nouvellement associé chez Melsion. Donc, c'est un grand jour pour moi d'être ici. Et donc, merci à Melsion de m'inviter et de me faire confiance. Je viens du monde de la finance initialement. Ça fait 10 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise, surtout en chasse de tête. Et maintenant, depuis 2 ans, en tant que conseiller de confiance, donc je fais donc du sparring. Et parallèlement, depuis 15 ans maintenant, j'ai développé une activité professionnelle d'artiste photographe. J'ai la chance d'avoir publié plusieurs ouvrages. Je suis représenté par une belle galerie d'art sur l'île Saint-Louis. J'ai eu la chance de voir mon travail exposé à plusieurs reprises à Paris Photo au Grand Palais. Et quand j'ai un petit peu de temps, je donne également un cours à HEC sur la photographie et sur la place et le rôle des images. Et donc, après cette journée donc de dur labeur, je vous propose de vous aérer les méninges, de vous détendre les yeux et de vous emmener dans un voyage d'images. Alors, des images un peu spéciales, des images photographiques. Et on va voir justement ce qu'elles ont de spécial, ces images photographiques. Et pour commencer, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec une série d'images que je vous propose de regarder. Et on en parle après. Il y avait un temps. Il y avait un temps, mais là, la zapette résiste. Comment ça perd des... Alors comme c'est une série d'images et que c'est très visuel, si on n'a pas la zapette, ça va être compliqué. Au moins, non mais c'est pas mal finalement ce temps de pause, parce que ça vous permet de bien regarder cette image. Technique. Prenez la bienveillance, mais... Je suis là pour vous parler de l'image fixe et non pas de l'image animée. Voilà. Ah.
Alors, est-ce que ma zapette va marcher? C'est différent. Si, formidable. Ah bah je peux la remettre. Alors, volontairement, je ne mets pas les références parce que je veux que vous soyez complètement dans le regard et l'immersion dans l'image, sans biais. Voilà. Donc, en fait, dans ces images, dans ces photographies, il y en a certainement certaines qui vous ont plu, qui vous ont déplu, qui vous ont touché, ou alors qui vous ont laissé indifférent. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi une photographie nous plaît, pourquoi d'autres photographies ne nous intéressent pas. En fait, pour comprendre ce qui fait la particularité d'une photographie, on va s'appuyer sur un livre écrit en 1979 par le sémiologue Roland Barthes, qui s'appelle La Chambre claire. Donc, Roland Barthes, c'était une figure importante de la vie intellectuelle des années 50 à 80. Et le fait qu'il soit philosophe et sémiologue, c'est intéressant parce qu'en fait, il va porter un regard sur la photographie comme langage. Il va se demander pourquoi, il se pose la question suivante, celle qu'on vient de se poser. Pourquoi certaines photos nous touchent et d'autres non? Et il va essayer de se poser d'abord la question, qu'est-ce qu'une photographie? Donc la photographie, c'est un procédé, somme toute, qui vient d'un procédé optique assez naturel. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vous en avez fait l'expérience. Quand on laisse entrer par un petit trou la lumière, eh bien, on a un phénomène de projection sur la surface opposée, à l'envers. Et c'est un système qui a souvent été utilisé par les peintres pour caler les proportions. C'est la camera obscura. Et en fait, la photographie consiste à pouvoir fixer cette image grâce à des procédés chimiques qu'on a trouvés au début du 19e et qui se sont développés depuis, grâce à des possibilités, des précipités chimiques qui fixent la lumière, qui sont donc des surfaces photosensibles qui permettent de capter ça. C'est la première chose que Roland Barthes nous dit, le sémiologue. Il dit, en fait, ce qui est étrange dans une photographie, c'est qu'une photo est toujours invisible. Ce n'est pas elle qu'on voit. Qu'est-ce que Roland Barthes veut nous dire par là? On va faire un petit passage par la sémiologie. Le triangle
de base de la sémantique, en fait, c'est l'étude des langues et des signes. Et donc, dans toutes les langues, dans tous les mécanismes de codage, on a toujours un triangle entre le signifiant, le signifié et le référent. Donc, voici un chat, c'est pas celui de Schrödinger, c'est celui de la sémiologie. Le chat, c'est la chose, le chat physiquement. L'idée de chat, le signifié, c'est le concept de chat dans notre tête. Et puis, le signifiant, c'est le mot chat dans le langage. Mais en anglais, ça peut être cat. Et puis, ça peut être un dessin d'un chat. Enfin, c'est un signe, un signal qui va nous faire penser au chat. Sauf que ce qui se passe dans le cas de la photo, nous dit Barthes, c'est que, en fait, le signal, le signifiant, est une émanation du référent. Et donc, il y a un lien existentiel entre ce que je vois sur la photo et ce qui existe. Quand on apprécie un tableau, on apprécie un tableau. Mais dans 99% des cas, quand on dit c'est une belle photo, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce que je vois sur la photo me plaît. C'est-à-dire qu'en fait, le signifiant s'efface totalement face au référent, ce qui crée un biais cognitif majeur et absolument nouveau dans l'histoire des hommes. Quand Roland Barthes dit quand le premier homme a vu une photographie, il n'a pu la comparer à aucun système de représentation existant par ailleurs. C'est absolument curieux. En fait, c'est Roland Barthes nous dit c'est un réel qu'on ne peut plus toucher. Et donc, en fait, c'est pour ça que 150 ans plus tard, le sémiologue s'interroge sur qu'est-ce qu'une photographie. Parce que d'un point de vue sémantique, c'est quelque chose de nouveau qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc ça, c'est partie des photos qui servent de point de départ à Roland Barthes. Parce que c'est une photo, il sait que c'est une photo qui le touche. Il veut comprendre quelle est la mécanique derrière. C'est une photo qui la touche comme aucun autre sujet peut le toucher, de cette façon-là en tout cas. Alors, comme c'est complètement nouveau, il ne veut pas partir de systèmes préétablis, donc il pose lui-même les bases de la photographie pour bien la comprendre. Il dit une photographie existe à partir du moment où il y a donc un opérateur, c'est celui qui photographie, un spectateur, c'est celui qui regarde la photographie, et le spectrum, c'est celui ou ce qui est photographié. Alors, Roland Barthes n'est pas photographe, donc il ne parle pas ici de l'expérience du photographe. Je pourrais vous en parler éventuellement, mais ce n'est pas le sujet de Roland Barthes. Et nous, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand je regarde une photo? Pourquoi telle photo va susciter en moi une réaction, pourquoi telle autre non, et quelle est la nature de cette réaction face à une image photographique. Donc, en fait, Roland Barthes va commencer à s'intéresser au spectrum. Ce qu'il appelle le spectrum, c'est celui ou ce qui est photographié. Et la première intuition du philosophe et du sémiologue, c'est de dire la photographie, c'est la mort. Pourquoi ? Regardez ce portrait de Baudelaire par Nadar. On a l'impression que Baudelaire se demande qui est cette personne étrange qui va apparaître sur l'image. Comme s'il y avait un dédoublement, comme s'il n'était plus vraiment lui-même et qu'il s'interrogeait en fait. Et c'est vrai que la photographie est un dédoublement de soi. En fait, la photographie, nous dit Barthes, transforme le sujet en objet. Et on avait des procédés d'ailleurs de quasi empaillement ou embaumement pour prendre des poses suffisamment longues qui permettaient de prendre des photos de soi et qui ne sont pas sans rappeler évidemment beaucoup de rites funéraires. D'ailleurs, l'une des toutes premières photographies est celle d'Hippolyte Bayard qui a mis en scène sa propre mort. C'était l'un des
des inventeurs de la photographie. Il n'a jamais digéré le fait de s'être fait piquer ou passer devant par d'autres inventeurs comme Niepce ou Daguerre. Et alors, il a mis en scène sa propre mort. Et en fait, à cette époque, la photographie, tout le monde voit un mort, pas du tout une mise en scène. Parce que, eh bien, il y a un effacement du signifiant total devant le référent. Voilà aussi un portrait très très connu, celui d'Abraham Lincoln. Alors évidemment, le photographe tâche d'en faire une œuvre où on voit tous les signaux, etc., de son visage, mais on voit bien que cette image, elle est assez empreinte de rigidité. Il fait penser plutôt à la mort qu'à la vie, même assez raide mort, je dirais. Alors évidemment, le photographe va tout mettre en œuvre pour contrecarrer en fait cet effet d'évacuation de la vie. Et donc il va demander à chaque fois aux gens de poser. Donc là, c'est les frères Goncourt qui donc sont plutôt des bons vivants et qui essayent de prendre une pause pour sembler vivants, hein, pour finalement fuir cet effet de mort. Et alors, c'est vrai qu'on est dans une sorte de fuite en avant perpétuelle à travers l'image pour tenter bien de capturer ce temps, de le figer, de l'immortaliser sans cesse. Et l'image est pour nous une façon de contrecarrer en fait la mort. À tel point que certains acteurs finalement deviennent des images. Qu'est-ce qu'un acteur sinon un homme-image? Et aujourd'hui, certains acteurs, certaines personnalités, il faut absolument qu'ils ressemblent à leur image, sous peine de mourir. Cette mort symbolique. Donc, c'est l'image qui a pris la substitution peut-être sur eux-mêmes. On a tous en tête le roman, le portrait de Dorian Gray, le roman d'Oscar Wilde. En fait, c'est pas un hasard et le mot même d'image vient de cette tentation fondamentale de l'être humain de garder un souvenir et finalement de vaincre la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qui a donné lieu au mot image, c'est les imagos. Les imagos, c'était les masques mortuaires qu'on faisait dans la Rome antique pour garder la trace des êtres qui étaient partis. Ça, c'est un masque mortuaire d'un bébé qui est mort. Et c'est une des toutes premières représentations disons, hyper réaliste, puisque en fait c'est un masque de cire qui est appliqué sur le visage des défunts, et ça s'appelait l'imago, ce qui a donné le mot image. Donc on a pour le spectrum ce rapport inhérent à la mort. Mais on va essayer d'aller plus loin et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une image photographique pour celui qui la regarde? Alors, pourquoi une image me plaît? Pourquoi une photo me plaît? Pourquoi une photo ne me plaît pas ou ne me touche pas? Est-ce que ça vient de la peinture? Parce que c'est vrai que la photographie, c'est toujours construite soit en filiation, soit en opposition, mais a fait de la peinture le référent et le critère par rapport auquel on la juge souvent. Donc évidemment, dès les débuts de la photographie, il y a eu tout un courant de photographes qui ont utilisé la référence à la peinture, c'est ce qu'on appelait le pictorialisme. C'est une photo très célèbre d'Alfred Stieglitz. On retrouve ce modèle et cette tentation de la peinture chez Robert Mapplethorpe dans les années 60. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de photographes qui s'inspirent de la peinture.
Mais est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est pour sa ressemblance ou alors par les jeux communs qu'on peut trouver entre la photographie et la peinture qu'une photographie nous touche? Roland Barthes dit non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. D'ailleurs, Roland Barthes dit si la photographie, enfin, quand la photographie devient art, elle touche plutôt au théâtre, justement par ce rapport à la mort, plutôt que par la peinture. Donc, est-ce que c'est la faculté de la photographie à nous montrer le rare, l'étonnant, le singulier? C'est vrai que la photographie a le pouvoir de nous montrer des choses auxquelles on n'aurait jamais accès. Donc ça, c'est une photographie de Diane Arbus qui a fait tout un travail sur les anormaux. Et ça, c'est dans une institution américaine. Évidemment, il y a toujours la tentation d'aller photographier les catastrophes. Donc ça, c'était le fameux accident de train à la gare d'Orsay. Aujourd'hui, évidemment, les photographes aux quatre coins du monde photographient des choses qui sont étonnantes, rares. Donc ça, c'est une des dernières peuplades Amazon, photographie de Sebastião Salgado. L'insolite, c'est un grand registre de la photographie. Mais Roland Barthes nous dit non, ce n'est pas ce qui nous permet vraiment de rentrer dans une image photographique. C'est encore autre chose. Alors, est-ce que c'est la prouesse? C'est vrai que la photographie permet de réaliser des prouesses. Ça, c'est une photographie de Edward Muybridge. Ah. Et donc, Edward Muybridge non, pardon, c'est une photographie de Edgerton, ça, qui a mis plusieurs années à photographier le millième de seconde où la goutte de lait, quand elle tombe dans une surface liquide, forme une couronne parfaite. Voilà une photographie de Jérémy Villet, un photographe animalier qui passe des nuits, des jours, des mois entiers, pour ne pas dire des années, à essayer de capturer le bon moment. Le moment où l'aigle déploie totalement ses ailes. Voilà une photographie d'un photojournaliste qui s'est débrouillé pour être là lors de l'incendie du drugstore Publicis dans les années 70 et qui photographie le moment pile où cette femme saute de l'étage en feu. Eh bien, pour Roland Barthes, ce n'est pas cette possibilité de réaliser des prouesses qui nous permet vraiment de rentrer dans une photographie. Alors, on en arrive au fameux instant décisif. L'instant décisif qui a été évoqué par Henri Cartier-Bresson plusieurs fois, mais surtout théorisé largement ensuite. L'instant décisif, c'est cette idée qu'un instant synthétiserait, condenserait, résumerait en lui-même un état d'esprit, un sentiment, une impression, un événement. Et c'est vrai que la photographie a cette capacité de signifier plusieurs choses en capturant un instant qui serait quasiment invisible dans le cours naturel de la vie. Toutes les photos que je vous montre sont considérées comme des grandes photos. Il s'agit d'essayer, en les regardant, de comprendre pourquoi certaines photos nous touchent plus que d'autres, qu'est-ce qui, en elles, nous touche. Et donc, c'est pour ça que je défile avec vous toutes les raisons possibles pour lesquelles une photo... Il faut que j'accélère ? Ouais, ok. Donc, l'instant décisif, ce baiser de l'hôtel de ville, avec évidemment
la question de savoir si c'est spontané ou une mise en scène. Est-ce que c'est la technique photographique ? La photographie est une technique et ça permet de réaliser quantité de choses étonnantes. Donc évidemment les procédés de solarisation, mais c'était Man Ray, tous les photographes, beaucoup ont utilisé ce que permet la technique photographique. L'une des grandes techniques utilisées, c'est le flou. Évidemment le flou en apportant un trouble à l'image, apporte un effet qui vient troubler la réalité, le référent. Ça, c'est une expo en ce moment à Paris de Vincent Bousseret où il applique sur un tirage argentique une photo numérique de basse qualité pour donner à voir finalement les méfaits ou la réduction de la vie, la réduction qu'occasionne la numérisation du monde. Alors justement, on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est le message ? Est-ce que c'est la thèse ? Est-ce que c'est ce qu'on veut le dire ? Donc ça, c'est une photo d'Arthus Bertrand qui nous montre la fonte des glaces. Là, il y a toujours eu des photographies qui ont été là pour vouloir nous dire qu'il faut briser les codes. Et enfin, il y a des photographies qui, par leur force, sont devenues emblématiques. Ça, c'est une photographie qui est devenue emblématique de la Grande Dépression, qui est un petit peu l'équivalent visuel des raisins de la colère de Steinbeck en littérature. C'est une photographie de Dorothée Lange, une femme réfugiée dans les années 30 aux États-Unis. Donc tout ça, en fait, Roland Barthes nous dit, ce sont évidemment des choses dont est capable la photographie. C'est très intéressant, mais ce n'est pas... En fait, ce sont des moyens d'accès à la photo, ce sont des codes. Alors je peux les approuver, les désapprouver. En fait, ce sont les intentions du photographe. Je les comprends, je peux les discuter. En fait, c'est une sorte de contrat passé entre le créateur de l'image et le consommateur. C'est ce qu'il appelle le studium. Mais, dit-il, en réalité, c'est pas ça qui explique pourquoi j'aime cette photo. Il dit, il y a telle photo qui m'advient et telle autre non. Telle photo d'un coup m'arrive, elle m'anime et je l'anime. Pourquoi ? Ce n'est pas pour tous ces codes, en fait. Il parle de cette photo, il dit un Porsche ombragé, une ruelle déserte, quelqu'un d'assis, j'ai envie d'habiter là. En fait, il comprend qu'il y a ce qu'on projette sur la photo, c'est tout ce qu'on reconnaît, tout ce qu'on y trouve parmi nos intérêts, notre culture, nos centres d'intérêt, mais il y a finalement ce qui vient nous trouver, nous, à partir de la photo. Le punctum part de la scène comme une flèche et vient me percer. Et donc, il dit, en regardant cette photo, ce qui me touche finalement, là, c'est la terre. La terre, cette terre que je reconnais, je sens de tout mon corps, j'ai l'impression d'être en Hongrie, en Roumanie, dans ces pays que j'ai arpentés. Et d'un seul coup, la représentation se fait réalité. Et donc Roland Barthes, cette phrase, n'est-ce pas la seule preuve de son art, s'annuler comme un médium, n'être plus un signe, mais la chose même. Et là, ça devient très clair pour lui. En fait, il constate que, il dit, ce que je vois avec obstination, en dépit de tout ce que je sais, oui, c'est vrai que le quartier italien de New York, c'est touchant, mais en fait, ce qui me perce, ce qui part de la photo et me transperce, ce sont les dents de ce petit garçon. Ce qui l'intéresse, en fait, il dit, il y a quelque chose, mais je ne saurais pas dire d'où ça vient. C'est dans le portrait de droite d'un certain Bob Wilson. C'est la position des mains, la pose, les baskets. Il dit, l'effet est sûr sur moi, mais irrépérable. Et donc, il y a toujours en fait deux éléments dans votre intérêt pour une photographie. Il y a d'une part le studium. C'est ce que je trouve, moi, dans la photographie, ce que je reconnais, ce que je comprends, ce en quoi je peux adhérer au message. C'est l'intérêt réfléchi, culturel. Et puis, il y a parfois le punctum. C'est en fait ce que je vois obstinément, sans que je le veuille, sans que j'en comprenne la signification. C'est une sorte d'intérêt fou
car totalement irréfléchi. Mais alors pourquoi le punctum est-il si puissant dans la photographie ? Je vais accélérer. D'abord, c'est parce que la photographie est pensive. En fait, en s'arrêtant sur un moment clé, elle nous débranche du cours du temps. Et donc, elle permet l'émergence de questions métaphysiques. Puisque dans la vie, on est toujours... l'instant présent, évidemment, est toujours pollué par celui qui vient de s'écouler, celui qui va s'écouler. Et donc, c'est l'intérêt de l'image fixe par rapport... Le cinéma, par exemple, est un art avec un autre génie, mais il recopie le cours de la vie par l'image animée, alors que l'image fixe permet la pensivité. La deuxième chose... c'est que la photographie délivre à l'esprit, par ce rapport existentiel à ce qu'elle représente, ce leitmotiv, et que notre esprit comprend et analyse de cette façon, c'est que ça a été. Et donc ça confère une force absolument énorme à la photographie. La photographie a la possibilité de ratifier ce qu'elle représente. Et donc ça, c'est une photo qu'il ne montre pas, mais où il dit que à la fin, suite au décès de sa mère, il était extrêmement frustré parce qu'il n'avait que des photos d'elle qui la trahissaient. Et un beau jour, par hasard, il tombe sur une photo d'elle enfant, à une époque où il ne l'a pas connue. Et là, d'un seul coup, il comprend, parce qu'en fait, il retrouve complètement la vérité de sa mère. Et là, il comprend qu'en fait, la grande force de la photographie, c'est quand la pensivité qu'elle permet et la puissance sémantique du ça a été se combinent avec mon sentiment de ce qu'est la vérité. Et on porte tous en nous un sentiment, on sait, pour nous, il y a une sorte de vérité des choses et des êtres, et pas qui parfois, et quand tout ça se combine, Roland Barthes dit que c'est l'extase photographique. Et je terminerai par cette idée, c'est que quand la photographie, finalement, si vous regardez des images photographiques, il faut que vous le fassiez avec cette ambition un peu folle d'avoir la possibilité finalement que votre vérité intérieure rejoigne la réalité du monde. Et ce n'est que la photographie qui peut vous procurer ce type de sentiment. C'est pourquoi certaines photographies sont tellement fortes et tellement puissantes, et que, évidemment, ça va au-delà d'un simple langage classique, puisque, encore une fois, la photographie s'efface complètement par rapport au référent. Et c'est ce qui en fait la grande force. Et si aucune photographie n'est objective, aucune photographie n'a de vérité en soi. S'il y a une vérité possible dans une image, c'est dans sa correspondance, c'est parce qu'elle va coïncider à un moment donné à votre sentiment de vérité intérieure. Et là, ce sera une photographie véritablement forte, authentique, et qui vous transpercera. Et je voulais terminer avec ces quelques photos que je vous ai présentées et que peut-être que vous regarderez avec un œil un peu nouveau après ce que je viens de vous dire. Je vous remercie.